Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le programme du soir sur New World. Bienvenue au décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la France et du Rwanda. Le Quai d'Orsay a appelé Kigali à cesser son soutien au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La France se dit préoccupée par la situation dans l'est de ce pays, notamment à Goma et à Sake, où on a noté un regain de violence et des déplacements de population. Alors, qu'est-ce qui pousse la France aujourd'hui à appeler le Rwanda à cesser son soutien au M23 ? Il va être difficile de répondre sur qu'est-ce qui amène la France à le faire. Sur le terrain, en tout cas, on voit que le M23 est en train d'avancer. Et quand on regarde la déclaration de la France, elle devient un peu plus forte que les autres déclarations que la France avait faites, puisque ici, la France demande clairement au Rwanda, en le citant, sans embâche, d'arrêter son soutien au niveau de M23. Mais la France va plus loin en demandant au Rwanda de demander aux soldats rwandais qui sont sur le sol de la RDC de quitter la RDC. Ça veut dire qu'ici, on est loin de la supposée accusation du Rwanda comme un soutien du M23. On dit clairement que le Rwanda soutient le M23. Et ce que la RDC avait toujours dit, il y a des soldats rwandais qui se battent sur le territoire de la RDC. Vous voyez que cela est confirmé par cette déclaration de la France. Est-ce que c'est le résultat des contestations? Parce que si vous vous rappelez, il y a quelques jours, des jeunes ont marché en dénonçant de la façon la plus virulente le fait qu'on laisse la RDC seule dans cette situation. Et dans cette marche, la France et les États-Unis avaient été particulièrement visés à cause de leur, j'allais dire, non-intervention dans cette situation qui se passe au niveau de la RDC. Est-ce que c'est la France qui se rend compte que quelque part, elle risque encore de jouer le mauvais rôle, qui essaye de se racheter par un communiqué qui devient beaucoup plus incisif que les autres communiqués? Je ne sais pas trop. Mais il y a une nuance dans le communiqué quand même de la France qu'il faut également soulever. La France demande en même temps à la République démocratique du Congo, et particulièrement à ses forces de défense et de sécurité, d'arrêter de collaborer avec les FDLR. Tout le monde connaît les FDLR, c'est des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui eux s'opposent à Kagame. Donc vous voyez, même si la déclaration est forte, il y a une tentative d'équilibrage, si je peux l'appeler ainsi, à la fin de la déclaration, parce que comme tout le monde le sait, la France sort de relations tumultueuses avec le Rwanda, et on sent ici que la France essaie de ménager quelque part le Rwanda en comprenant, si on peut l'appeler ainsi, la position du Rwanda à cause de la collaboration entre les FARDC et les FDLR. Alors, qu'est-ce qui fait que les regards se tournent essentiellement vers le Rwanda quand on parle du combat ou de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, quand on sait que à chaque fois que le Rwanda est indexé, le pays se défend de n'avoir pas de lien avec le M23 et juge qu'il s'agit d'une affaire interne à gérer entre Congolais? C'est vrai que Kagame s'est toujours défendu, mais bon, ça ne tient pas la route. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a plusieurs mois, avant même qu'on en arrive à ce niveau, des structures autonomes, je ne parle pas des États, avaient démontré que le M23 était aidé par la RDC, par le Rwanda. Et mieux même, ces gens-là avaient démontré également qu'il y a des soldats rwandais sur le sol de la RDC. À l'époque même, le président Tshisekedi avait une attitude un peu plus diplomatique plutôt, qui fait quand même certaines populations de ces zones marchaient contre le président de la République en trouvant que son attitude ne répondait pas à la réalité qu'eux, ils vivaient sur le terrain. Mais dès ce moment, des structures d'études avaient démontré clairement cela. N'oubliez pas ensuite que les Nations Unies ont fait exactement la même chose. Toutes ces sources quand même ne peuvent pas s'être trompées sur la présence du Rwanda sur le sol de la RDC. Bon, sans compter que finalement, Tshisekedi a repris un autre discours. N'oublions pas que 2 Rwandais avaient été faits prisonniers à un certain moment au niveau de la RDC, mais autant d'éléments qui font que, effectivement, aujourd'hui, il va être difficile de croire ce que dit le président Paul Kagame,
quand il veut faire croire que c'est juste une crise à l'intérieur de la RDC. Qu'on se rappelle qu'il disait que Tshisekedi faisait ça, l'objectif c'était de reculer la date de l'élection présidentielle. Finalement, l'élection a eu lieu à la date prévue. Elle n'a pas été reculée. Mais pourquoi maintenant continuer à le faire? Tshisekedi cherche quoi encore, puisque les élections ont eu lieu. Non seulement les élections ont eu lieu, mais il les a emportées, j'allais dire, haut la main. Mais l'argument ne tenait pas la route. Mais Kagame est intéressé par cette partie de la RDC. Est-ce que c'est en raison de la richesse au niveau du sous-sol? Parce que le Rwanda ne s'est jamais écarté de ce côté de la RDC. Alors, que chercherait le Rwanda justement dans l'est de la RDC? Le sous-sol est-il déjà un argument suffisant pour que le Rwanda soit présent et arme le M23 contre le régime de Kinshasa? Mais c'est un argument suffisant. Il ne faut pas oublier que le Rwanda n'était pas le seul à être intéressé. L'Ouganda également a été intéressé pendant un moment, de sorte que même on a vu cette curiosité où deux pays étrangers viennent se battre sur le sol congolais. Et ils se battaient pourquoi? C'était à cause des ressources du sous-sol, des trafics de tout genre que les gens font au niveau de cette zone-là. Si le Rwanda n'est pas intéressé par cette question du sous-sol, qu'est-ce qui peut intéresser le Rwanda dans cette guerre avec le M23? On ne le voit pas. C'est vrai que parfois, au niveau du M23, il y a beaucoup de Tutsis dedans, c'est une réalité. Le Rwanda se plaint souvent que ces Tutsis sont dans des situations pas faciles du tout au niveau de la RDC, mais tout ça, c'est des arguments qui ne tiennent pas du tout la route. Il y a de la déstabilisation d'un pays, la RDC, qui est faite par un autre pays, le Rwanda, et cela est inadmissible. Sur les principes, il ne faut pas qu'on joue parce que toutes les preuves existent de cette participation du Rwanda à la déstabilisation de la RDC. L'Union africaine doit taper du poing sur la table sur cette question-là. Parce qu'on est en train d'aller progressivement vers ce que personne ne souhaite, qui finira par être une guerre entre carrément la RDC et le Rwanda. Vous avez vu les derniers discours de Tshisekedi, qui dit qu'il n'acceptera rien du tout au Rwanda. Si les gens veulent faire la guerre, lui, il est prêt pour faire la guerre. Son discours a très fortement évolué sur ce plan-là. C'est plutôt les Fayulu et autres qui demandaient qu'on fasse la guerre contre le Rwanda, qu'on renvoie l'ambassadeur, qu'on ferme les frontières, etc. Mais si vous regardez le discours actuel du président Tshisekedi, le discours est devenu très guerrier par rapport au discours qui avait été tenu depuis lors. Est-ce qu'on va attendre que la guerre commence là-bas encore pour que l'Union africaine se lève, que les gens fassent le nécessaire pour que le Rwanda, quand même, quitte la RDC? Ils ne sont pas sur leur territoire, ils n'ont pas, quelle que soit la raison, à soutenir le M23 contre la RDC. Parlant justement de discours de guerre, on sait que le ton a monté des deux côtés. Le Rwanda a sorti un communiqué de mise au point sur sa politique sécuritaire ce lundi, dans lequel il accusait la RDC de lourdement s'armer dans l'est de son territoire contre justement le Rwanda. Y a-t-il des risques à ce qu'on arrive à un affrontement direct entre ces deux États? Oui, les risques sont de plus en plus grands. Puisque effectivement, Tshisekedi, quand il a changé de discours, mais le changement de discours s'est traduit par un changement également d'un point de vue attitude. On a mis plus de soldats dans cette zone, ce que les populations réclamaient. Il ne faut pas oublier que les populations, à un certain moment même, étaient allées avec des bâtons et des sabres pour aller trouver les soldats rwandais à la frontière et ils avaient tiré. On a failli aller vers une guerre à ce moment-là. Mais actuellement, avec la façon dont la situation se présente, la RDC n'a pas le choix. On ne sait pas quand est-ce qu'on risque de rentrer dans une guerre. On ne va pas laisser les soldats à Kinshasa en attendant que la guerre commence pour que les soldats quittent Kinshasa pour venir. Ils sont obligés, comme ça se fait à chaque fois. Quand je considère que cette partie de mon territoire est à risque, on va masser des troupes là où on pense que la guerre pourrait avoir lieu. On ne va pas attendre que la guerre commence pour amener des gens. Je ne le dis pas pour soutenir cette guerre. L'Afrique n'a surtout pas besoin de guerre à l'heure où nous sommes. Mais l'argument du Rwanda ne tient pas du tout. Il reproche également à la France, aux États-Unis, parce que le samedi également, les États-Unis avaient fait une déclaration similaire par rapport à la déclaration de la France. Kigali leur dit que ce qu'ils disent, ils déforment la réalité. C'est-à-dire on continue toujours à nier ce qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Kigali ne peut tromper personne avec cette déclaration. Kigali est clairement impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la RDC et il faut que Kigali le reconnaisse et arrête de soutenir
le M23. Alors, justement, pour trouver une solution pour éviter qu'on arrive à un affrontement, plusieurs mécanismes ont été déclenchés depuis un certain nombre de temps. Lors de son 37e sommet, l'Union africaine a servi aussi de cadre pour une réunion en marge du sommet des chefs d'État, une réunion sur la situation en République démocratique du Congo, sauf qu'on n'a pas pu parvenir à de réelles solutions. Qu'est-ce qui explique cet état de situation? Mais c'est la tension qui existe. Puisqu'on lors du sommet, on a rassemblé les deux présidents. Mais la réunion n'a pas fait long feu. Puisque Tshisekedi a réitéré de façon extrêmement claire toutes les accusations dont on parle. Le Rwanda a également nié de façon totale, mais il n'y avait plus d'espace pour négocier. La rencontre a été une rencontre houleuse pour que ça ne continue pas. On a préféré arrêter la rencontre et rencontrer chaque partie d'un côté et de l'autre. Il est prévu même après que le président Tshisekedi aille en Angola, puisque c'est lui qui avait été désigné, le président angolais qui avait été désigné par l'Union africaine comme médiateur, que Kagame fasse également la même chose, ce qui veut dire que au 37e sommet, on n'a pas résolu le problème et on est venu avec le problème, on est reparti avec le problème sans pour autant avoir réglé quoi que ce soit. Pour moi, ce qui manque actuellement, c'est des sanctions. Les gens n'aiment pas qu'on parle de sanctions, mais en fait, quand une organisation comme l'Union africaine n'a aucune capacité de contrainte par rapport aux États, ces décisions servent à quoi? Le Rwanda doit pouvoir être sanctionné parce que dans cette Union africaine où on va aller dans le sens de mettre tous nos pays ensemble, si les pays se battent entre eux, quand est-ce qu'on va parler de l'unité africaine? Quand on veut parler d'unité africaine, mais on doit oublier le fait qu'un pays se batte contre un autre pays ou qu'un pays supporte, que ce soit des terroristes, des mouvements armés contre un autre pays en leur servant de base arrière ou en les alimentant sur le plan de matériel militaire, etc. C'est le minimum qu'on doit attendre. Et il faut que, au niveau de l'Union africaine, qu'il y ait des consensus extrêmement forts sur ce genre de questions, mais malheureusement, on est très loin de cela, de sorte que la médiation du président angolais commence à durer. Ça a commencé avec la présidence de Macky Sall, le président de la République du Sénégal. On est passé à Azali du Comore. On est actuellement au Mauritanien, mais ça fait trop de temps. Alors que pendant ce temps, malgré la médiation, les conditions ne se sont pas améliorées, mais au contraire, les conditions se sont dégradées. Il faut revoir la politique qui est en train d'être utilisée. Ce n'est certainement pas la bonne pour pouvoir trouver une solution. Alors, y a-t-il des chances, en tout cas, à ce que l'initiative de Luanda, ou du moins la médiation de l'Angola, puisse apporter une nouvelle solution à cette situation, puisque dans le communiqué que vous évoquiez tout à l'heure, le communiqué des États-Unis, ils ont aussi appelé les deux États à tout faire pour ne pas aller directement à l'affrontement, mais à privilégier le dialogue. Est-ce que l'Angola pourra jouer ce rôle finalement? L'Angola seul ne pourra pas résoudre ce problème. C'est ça la réalité. Laisser le président angolais entre les deux chefs d'État ne résoudra pas le problème. On a vu ce qui a été fait pour en partie résoudre le problème en République centrafricaine et en Libye. On n'a pas fait de la médiation seulement, on a déposé sur la table également des menaces en termes de sanctions. Et c'était des sanctions fortes pour ceux qui n'allaient pas dans le sens de la paix. Et c'était des sanctions fortes également pour même les individus qui tenteraient, quand on va prendre le chemin de la paix, de perturber ce chemin-là. Et ça a marché. Ça a marché parce que les gens avaient compris que cette fois-ci, les gens étaient déterminés à trouver une solution. Malheureusement, d'autres problèmes internes à la Libye ont tout mélangé. Si on veut trouver une solution, pour moi, il n'y a pas une autre voie. Quand on fait entendre la voix de la raison à une personne, que la personne refuse d'entendre la voix de la raison, mais il n'y a qu'une seule autre voie qui reste, c'est la voie de la pression. Et pour le moment, il faut le dire clairement, il n'y a pas de pression sur le Rwanda, même si les déclarations deviennent de plus en plus fortes en termes de dénonciation de son comportement par rapport à la RDC. Ce n'est pas suffisant. Si c'était suffisant, le Rwanda et Kagame en particulier allaient changer de comportement. Alors, la France, dans son communiqué, a appelé aussi la République démocratique du Congo à ne plus cautionner les FDLR, puisque le Rwanda se sert de cet argument pour dire qu'il n'est pas impliqué, mais que c'est plutôt la RDC qui soutient les FDLR contre le pouvoir de Kigali. Qu'est-ce que les FDLR font en République démocratique du Congo? Et y a-t-il vraiment du soutien de la RDC vers ces groupes rebelles? En toute vérité, les FDLR sont au niveau de la RDC. C'est bien avant que Tshisekedi ne soit au pouvoir. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Puisque
c'est ceux qui combattaient Kagame. Et quand ça n'a pas marché, ils se sont réfugiés au niveau de la RDC, une RDC qui était propice à l'époque, puisque c'était rempli de mouvements de rébellion, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les FRDC, les forces de défense et de sécurité de la RDC collaborent avec? Mais très certainement. Je ne vois pas quelle est la pertinence d'un communiqué qui dit nommément forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, arrêtez de collaborer avec les forces de défense, le Front démocratique pour la libération du Rwanda. Ça n'aura aucune pertinence. Et généralement, dans les relations internationales, c'est comme ça. Pourquoi? Tu soutiens mes adversaires, je soutiens tes adversaires. Est-ce à dire que la RDC soutient la FDLR? Mais bien sûr, dans la situation actuelle, c'est clair que la RDC va faire comme le Rwanda. Tu veux me créer des problèmes à partir du M23, je vais te créer des problèmes à partir des FDLR. Ça, c'est une règle connue. Et c'est ça qui est malheureux parce que finalement, au lieu de chercher une solution, on est en train de s'enfoncer dans cette crise-là pour laquelle on aurait pu trouver une solution très tôt si l'Union africaine avait pris ses responsabilités de façon suffisamment forte. Mais ça n'a pas été fait et voilà, on est là, on est à deux doigts d'une guerre entre les deux pays. C'est pourquoi le communiqué des Nations Unies, effectivement, leur demande d'éviter qu'on en arrive à cette guerre, alors que de plus en plus, si le Rwanda se plaint de ses troupes qui sont massées à la frontière, c'est que la RDC se dit qu'une guerre est possible. Il ne faudrait pas qu'on attende qu'elle se déclenche pour commencer encore à jouer aux sapeurs-pompiers. Mamadou Diouf, la France, le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué ce mardi, a appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Que faut-il retenir de façon générale de cette situation qui prévaut dans l'est de la RDC? Les communiqués, c'est bon. Les dénonciations, c'est bon. Mais moi, je préfère l'attitude de l'Afrique du Sud. Vous avez un pays... Intervenir militairement? Mais bien sûr. Et l'Afrique du Sud sauve l'image de l'Afrique. Mais l'Afrique du Sud, c'est un seul pays. C'est l'Union africaine qui devait avoir ce comportement. Soit on met des forces d'interposition à la frontière, le Rwanda sera obligé de... Ce qui n'avait pas marché avec les États de l'Afrique de l'Est. Oui. Mais ici, on met toujours des forces qui viennent, qui s'installent et qui disent « je ne suis pas dans la guerre ». Les Sud-Africains ont déjà 2 victimes. Ouais. Ils sont allés faire la guerre du côté de la RDC, clairement et nettement, parce que considérant que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser la RDC et qui n'écoute pas ce que l'on dit. Mais c'est ça que l'Union africaine doit faire. Malheureusement, s'ils ne l'ont pas fait contre les terroristes au niveau du Sahel, où c'était encore beaucoup plus évident, et il ne s'agissait même pas de se battre contre un État, ben est-ce que l'Union africaine peut le faire ici? Mais ce que l'Afrique du Sud seule peut faire, l'Union africaine doit pouvoir faire mieux et cela aurait permis à tous ceux qui seraient tentés de venir déstabiliser les États d'un point de vue militaire de savoir que ça ne passerait pas. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes à la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Noura d'Info.